Cérémonie d'ouverture aujourd'hui de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Plus de 22 000 étudiants sont attendus pour la reprise des cours. L'affiche du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, Côte d'Ivoire-Sénégal, 4-2 en faveur des éléphants. Et une autre bonne nouvelle, l'Autriche annule la dette ivoirienne de plus de 48 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue. On commence avec l'actualité sportive. Le dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 prévu en Afrique du Sud. L'équipe de Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui celle du Sénégal 4-2. Les Ivoiriens, d'abord en grande difficulté, se sont imposés en seconde période. Tout de suite, les temps forts de cette rencontre. On a déjà habitué quand on joue en Europe. Attention! Oh, et cette frappe soudaine! Et cette ouverture du sport! La frappe de Dametoy! Une locomotive Moscou! Une frappe qui surprend Paris Boubacar Kopa! Les Sénégalais qui ouvrent le score là où on attendait les éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut égaliser avant la pause. Yao Kwasi a été désaxé. L'égalisation de Lomobakour Kalou qui avait senti ce but. Et il arrive sur ce travail préparatoire de Yao Kwasi Gervais qui permet à Salomon Kalou d'égaliser à la 45e de la fête. C'est un beau travail là d'Amel Boy. Les Sénégalais attaquent à leur tour. Attention, Cissé. Quel but de Fabrice Demba Cissé. Oh, j'ai bien fait. Didier Drogba, Yaya Touré. Yaya Touré. But de Yao Kwasi Gervais. Déjà vu le très beau but. Yao Kwasi Gervais et qui égalise pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi tente-t-il d'être tatoué avant de réagir, ce Ivoirien? Et j'attrape du bois en le disant, je ne sais pas te toucher du bois, je l'attrape en le disant. Didier Drogba qui va bien positionner ses attributs de capitaine, son brassard. Et nous voici face à Ousmane Mané. Monsieur Bouchaïb El Arach va siffler. On joue la 37e minute du pied. Ça fait 3 buts à 2 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. À la maison, les Ivoiriens, Max Gradel, qui frappe. Un but de Max Gradel. 4 buts à 2. Oh là là. Alors que j'appelais ce 4 buts de tous les deux. Voici quelques résultats dans les rencontres disputées également cet après-midi. Cap-Vert 2, Cameroun 0, Zambie 1, Ouganda 0 et Mali 3, Botswana 0. On change de sujet avec la rentrée solennelle aujourd'hui à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cette rentrée a été saluée par les parents d'élèves, les étudiants, les autorités administratives et politiques de la région du Béquet. Et pour cette reprise, plus de 22 000 étudiants sont attendus. Kwadio Kwame de RTI Bouaké. À l'image de l'Amphika-F qui a fait peau neuve, c'est toute l'université de Bouaké qui est à la pointe de la technologie, traduisant ainsi la nouvelle vision de cette université. Pour le président de cette institution académique, il convient de placer ce départ nouveau sous le signe de la renaissance de l'intellect, une source propre à dégager les pesanteurs et les obstacles existants. Au nom des étudiants de Bouaké, Konaté Moussa a pris l'engagement d'être des étudiants modèles, de cultiver dans ce temple du savoir un esprit nouveau.
Cet investissement de plus de 100 milliards de francs CFA a donné l'occasion au préfet d'exhorter les étudiants à préparer un avenir meilleur, permettant ainsi aux jeunes de Côte d'Ivoire d'être des véritables artisans, socle d'un pays émergent à l'horizon 2020. Ces orateurs ont fait place au premier cours magistral dispensé par le professeur Atendès Francis qui a relevé le ratio enseignant-étudiant qui, selon lui, reste largement en deçà des normes internationales. Pour cette rentrée universitaire, ce sont plus de 22 000 étudiants qui sont attendus pour environ 800 enseignants. Et avec la rénovation des campus 1 et 2 de Bouaké, ce sont 9 grands, 11 petits amphithéâtres et 50 salles de travaux dirigés en vue de permettre aux étudiants d'étudier dans les conditions les meilleures. Après la cérémonie de remise des clés des universités publiques de Côte d'Ivoire par le chef de l'État Alassane Ouattara, la présidente de l'université, Félix Houphouët-Boigny, Ly Ramata Bakayoko, a rencontré l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire. Les échanges ont porté sur la reprise des cours. Reportage Francis Boifo, commenté par Victorien Angoua. Bientôt, les étudiants reprennent le chemin des amphithéâtres et les salles de travaux dirigées de l'ex-université de Cocody, aujourd'hui université Félix Houphouët-Boigny. L'information émane de la présidente de cette université, le professeur Bakayoko Ly Ramata. Elle a échangé vendredi avec l'ensemble des enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique de l'université. Tous affichent la volonté de réussir la rentrée académique 2012-2013. Une rentrée placée sous le signe d'un départ nouveau. Ce qui suppose nouvelle mentalité, rigueur dans le travail et solidarité intellectuelle. Et les acteurs de la communauté universitaire en sont conscients. La présidente de l'université, Félix Houphouët-Boigny, exhorte ses collaborateurs à traduire dans les faits les engagements pris au cours de la rencontre en vue de permettre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody de retrouver ses lettres de noblesse. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a ouvert ses portes après plusieurs mois de travaux le 3 septembre dernier, lors de la cérémonie solennelle de remise des clés des universités publiques aux différents responsables. Une école primaire pour le village de Gatouo, dans la sous-préfecture de Benouillé, c'est l'œuvre du général de corps d'armée Michel Gueux. L'inauguration du groupe scolaire Gueux-Michel s'est déroulée en présence de nombreux cadres de la région et des acteurs du système éducatif. Mamadou Kouassi. 15 ans après la pose de sa première pierre, l'école préscolaire et primaire de Gatouo, dans la sous-préfecture de Benoué, est enfin sortie de terre. Cela grâce au chef d'état-major particulier du président de la République, le général de corps d'armée, Gueux-Michel. Pour la réalisation de ce projet, le bienfaiteur a reçu le soutien du contingent béninois, de l'ONUCI et d'un projet de financement de la Banque mondiale. L'école composée de 3 classes du préscolaire, 6 classes du primaire, des bureaux, une cantine et des latrines porte désormais le nom du général Gueux-Michel. Le bienfaiteur a aussi permis l'électrification de son village. Il faut aider l'État de Côte d'Ivoire parce que l'État a beaucoup à faire. Il ne faut pas attendre d'être un élu, d'être un député, d'être un maire, d'être un président du conseil général. Quand on le peut, il faut agir pour la population, pour nos parents, pour nos enfants. Au nom des bénéficiaires, les autistes centrines expriment la joie d'étudier dans un cadre adéquat et moderne. Les populations et les acteurs du système éducatif ont aussi fait des doléances. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale réaffirme la volonté du gouvernement à offrir une éducation de qualité à tous les enfants. Pour l'inauguration de l'école, les enseignants et les élèves vont bénéficier de kits de formation d'une société mobile de la place. L'occasion pour les cadres de poser la première pierre du logement des maîtres. Direction la commune de Yopougon où le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a échangé avec la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Ahmed Bakayoko a invité les jeunes de cette coalition à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation des populations.
Dans ce cadre, il a eu un échange avec la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. Dans une salle du baron de Yopougon bondée de monde, Ahmed Bakayoko a dit vouloir partager un message de paix avec la jeunesse patriotique de Yopougon. Saluant la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le maire de la commune de Yopougon, Yao Bertin, a rappelé les actions de développement entreprises dans sa commune au profit des populations. La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, selon son président Zadi Djedje, accepte la main tendue du président de la République Alassane Ouattara et s'inscrit pleinement dans le processus de réconciliation. Nous qui sommes bakoïstes, il y a quelque chose qui nous lie. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison, mes camarades et moi, nous nous sommes mis ensemble pour demander à tous nos camarades, ceux qui rêvent à un coup d'État, d'arrêter de rêver. Voilà pourquoi je vais dialoguer avec le ministre d'État. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a invité les jeunes de Yopougon à la vigilance pour préserver la paix. Je suis venu vous tendre la main, prolonger la main tendue du président de la République pour voir, malgré les divergences, quel espace commun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer. Si on ne vous approche pas, on va vous laisser à la merci de gens qui font des jeunes en difficulté un fort commerce. Donc moi je vous demande de ne plus accepter d'être manipulé, de ne plus sacrifier vos vies pour des gens qui ne sont pas là, pour des gens qui ne font rien de concret pour vous. Cette rencontre qui s'est tenue au baron de Yopougon s'est terminée sur une note heureuse. Un mot d'économie, le ministre Charles Kofi-Dibi vient de signer l'accord pour l'annulation de la dette ivoirienne envers l'Autriche. Cette dette s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Les détails avec Alvor Assakwame. Le ministre de l'économie et des finances, Charles Dibi Kofi, à Vienne en Autriche pour la signature de l'accord bilatéral d'annulation de la dette entre la Côte d'Ivoire et la République d'Autriche, après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE par la Côte d'Ivoire. La signature de cet accord consacre l'annulation totale de la dette de la Côte d'Ivoire envers l'Autriche. Aujourd'hui, nous sommes en Autriche parce que l'Autriche a décidé de faire une annulation totale, c'est-à-dire une annulation à 100%. Mais cette annulation, il faut la matérialiser par des actes. C'est ce que nous sommes venus poser. Ça fait 48 milliards. 48 milliards de nos francs, ce n'est pas négligeable. Je peux vous donner l'assurance, comme on l'a dit, et comme le président de la République lui-même, il suit ces dossiers de très près, que cette somme sera bien utilisée et ça aura un impact réel sur la vie des Ivoiriens. Pour les responsables du ministère de l'économie et des finances et de la structure Österreichische Kontrollbank d'Autriche, le pays est heureux de soutenir la Côte d'Ivoire pour relancer son économie. Nous sommes ravis d'avoir une délégation de Côte d'Ivoire ici et de pouvoir terminer ce chapitre et nous espérons ouvrir un livre et d'écrire de nouveaux chapitres dans les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire. Pour Christine Dangel, par ailleurs, des hommes d'affaires autrichiens seront bientôt en Côte d'Ivoire pour investir dans plusieurs secteurs d'activité. Le ministre de l'économie et des finances, Charles Dibi Kofi, a enfin remercié au nom du président de la République Alassane Ouattara, le président autrichien Hans Fischer, pour son soutien aux autorités ivoiriennes. Après l'Autriche, il se rendra en Suisse, en Belgique, en Italie, en Angleterre et au Japon pour la signature d'accords d'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire envers ces pays. On parle à présent des assises de la Fédération interafricaine des coursiers. Plus de 15 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, vont participer aux travaux. Les réflexions porteront sur la question de l'intermédiation dans la nouvelle réglementation du Code CIMA. Les enjeux de la rencontre d'Abidjan avec David Gouédan-Mobio. Les 6e assises de cette fédération interafricaine ont eu lieu en septembre 2011 au Togo sur le thème « La viabilité de l'exercice de la fonction de courtage d'assurance dans la zone CIMA ». Ces assises ont permis aux participants venus des pays d'Afrique d'assainir le marché des assurances dans la zone de la conférence interafricaine. Cette année,
Un an après le Togo, le rendez-vous est pris ici à Abidjan autour du thème « La problématique de l'intermédiation dans la nouvelle réglementation du Code des assurances CIMA et de la valorisation du rôle de courtier peu connu du grand public. » Nous sommes en train de vouloir mettre ensemble, créer une synergie nous permettant de donner à notre profession toute sa dimension. Parce que jusque-là, disons-le, sur le marché, le courtage n'avait pas l'envergure qu'elle mérite. Parce que tout simplement, elle était exercée auparavant par les grands cabinets français, le plus souvent. Et les nationaux qui exerçaient n'étaient pas des professionnels aguerris. Les travaux de ces 7e assises de la conférence interafricaine des assureurs conseils auront lieu en présence de représentants du ministère de l'économie et des finances. Assemblée générale ordinaire du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de désigner le successeur du défunt président Yaya Fofana. Cette rencontre a vu l'élection de Soumeila Fofana comme président du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Un nouveau président à la tête du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, CNTTCI. Soumeila Fofana, anciennement secrétaire de section CNTTCI à Zienoula, succède pour 5 ans à feu Yaya Fofana, président fondateur de ce syndicat. Le nouveau président a été élu par acclamation après un consensus entre l'ensemble des 128 secrétaires de section du CNTTCI en assemblée générale ordinaire. C'est une première fois qu'on rencontre ce genre d'événement dans le milieu des transporteurs. Nous savons tous comment ça se passe habituellement. M. Fofana a toujours prôné la paix et la cohésion. Il a toujours voulu qu'après lui, il y ait une paix. Et je pense que c'est ce qu'ils ont compris. Nous comptons vraiment aider le président dans sa tâche, surtout pour la vente des tickets. Parce que l'âme du syndicalisme, c'est le ticket. Son élection certifiée par la représentante du ministre des Transports, Gaoussou Touré, le nouveau président du CNTTCI a été investi. Pour le renouvellement des parquets auto, on avait mis une circuit en place déjà. Dieu merci, cette circuit est en train de remonter. Donc j'ai des idées de ça aussi. Je m'assure aussi de mettre le transporteur ensemble pour se organiser concernant des syndicats nationaux pour tout le monde en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait une bonne idée pour faire notre économie. Sur la question du renouvellement du parc automobile, Nafissatou Koulibaly a rassuré les transporteurs, expliquant que le ministère des Transports s'attelle à boucler les derniers réglages. Des nouvelles du monde agricole en Côte d'Ivoire. Des riziculteurs démunis produisent près de 800 tonnes de riz à Grand Bassam. Au cœur de l'opération, un homme, Elola Adama, il a choisi de labourer des espaces pour permettre à ces populations démunies de cultiver du riz. On en parle avec Victorien Angoua. La solidarité et l'entraide doivent guider les Ivoiriens s'ils veulent faire face aux nouveaux défis du développement. Ces propos sont de Adama Elola, agriculteur et opérateur économique ivoirien. Il a initié une caravane dénommée le Labour de la Paix. Depuis près de 10 ans, la caravane sillonne la Côte d'Ivoire pour labourer gracieusement des espaces pour la culture du riz. La caravane s'est également rendue à Grand Bassam. La Côte d'Ivoire importe 60% de sa consommation nationale en riz. Et pour assurer son autosuffisance, il faut soutenir les riziculteurs en les aidant à mécaniser l'agriculture. Si un paysan, une famille veut faire 1 hectare, pour d'abord défricher à la maquette, il leur faut 1 mois. Pour labourer à la daba, il leur faut 1 mois. Pour s'aimer, il leur faut 1 mois, ça fait 3 mois. Mais une machine laboure en 45 minutes, il sème en 1 heure. Mais vous avez 3 mois d'économie. Donc ces femmes, ces braves femmes, ces hommes de Bassam où la terre est humide, peuvent aller faire du maraîcher. Bénéficiaires des retombées du Labour de la Paix, les riziculteurs expriment leur gratitude à l'initiateur avant d'ajouter qu'ils attendent un geste de l'État pour accroître leur production. C'est du riz que nous avons récolté après la crise. Les femmes réunies pour la paix à la riziculture. Si nous avions eu un peu d'aide pour tuer les herbes, on allait faire beaucoup d'hectares. Et on a plus de 500 sacs
de 100 kilos par 5 hectares. Donc là, sans produit. Nous disons merci à Adama et Lola qui est venu labourer la terre gratuitement, gracieusement pour nous. Pour cette saison risicole, ce sont près de 800 tonnes de riz que les riziculteurs de Grand Bassam ont récolté sur une parcelle de 100 hectares. Le comité de lutte contre le sida du personnel du district d'Abidjan s'implique dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Cette affection se caractérise par une prolifération cellulaire anormale et incontrôlée. Le comité a donc organisé jeudi dernier dans la commune de Marcory une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer du col de l'utérus est la deuxième forme de cancer la plus courante chez la femme dans le monde. L'organisation précise que plus de 5000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 6000 nouveaux cas de cancer par an. Nous avons constaté que le dépistage n'est pas systématique. Donc on a un dépistage tardif, ce qui provoque un taux de guérison assez faible puisque le dépistage est fait tardivement. Cette séance d'information et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus vise à lutter contre la maladie. Au cours des échanges, le docteur Hervé Prao a instruit les femmes sur les causes liées au cancer du col de l'utérus. Il s'agit entre autres de l'activité sexuelle précoce, des rapports sexuels non protégés, le tabagisme chez la femme et les infections mal traitées. Relativement au VIH-Sida, les différents intervenants ont exhorté les populations ivoiriennes à se faire dépister en vue de connaître leur statut sérologique. Au chapitre culture, la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2012. Le lead vocal du groupe Magic System à Salfo a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO à Paris. Les détails avec Abou Sanogo. La culture ivoirienne était à l'honneur à cette double cérémonie. Des personnalités et convives sont venus en grand nombre au siège de l'UNESCO à Paris pour célébrer à la fois la journée internationale de l'alphabétisation et la nomination de Traoré Salif dit à Salfo, lead vocal du célèbre groupe ivoirien Magic System en qualité d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Vous avez réussi à faire voyager votre musique au-delà des frontières de votre pays et amener des millions de personnes à découvrir la musique africaine. L'UNESCO vous reconnaît ce talent de construire des ponts entre les cultures. Vous avez créé le festival de musique urbaine d'Anamabo, le village où vous êtes né et où vous êtes unicorn vivant. Vous avez financé la construction de l'école primaire Magic System de Marcory à Numabo. Vous avez également un projet d'école maternelle et vous avez un don pour toucher et mobiliser les gens. Au nombre des invités de marque, la première dame, Madame Dominique Ouattara, marraine du groupe Magic System, Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, Denise Oufouette-Boigny, ambassadeur délégué permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Traoré Salif dit à Salfo, l'ambassadeur de bonne volonté, tout en sachant les lourdes tâches qui l'attendent, sait qu'il devra mettre sa renommée et son charisme au service des idéaux de l'organisation et donner une résonance au travail et à la mission à lui assignée. Il y a beaucoup à faire pour l'éducation, la culture, la santé, la lutte contre la pauvreté, mais aussi et surtout pour la tolérance, le dialogue et la culture de la paix, gage de tout développement durable. La cérémonie s'est achevée par un concert offert par le groupe Magic System. Notons que les ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO sont des personnalités de l'UNESCO et non des diplomates ou des ambassadeurs qui utilisent leur talent ou leur renommée pour diffuser les idéaux de l'UNESCO, notamment pour attirer l'attention des médias. Fin des émissions de vacances diffusées sur RTI 1. Hier, c'était la finale du jeu concours de chant Star Karaoké avec comme vainqueur Kwaku Emmanuel. La finale de Wozo Vacances, l'émission des tout-petits, a été remportée mercredi dernier par le groupe de Marcory, les temps forts avec Patricia Omouetia. Placé sous le signe de la réconciliation, Wozo Vacances 2012
L'émission qui permet aux enfants de 3 à 15 ans de s'exprimer, de se distraire et de s'instruire a connu son apothéose ce mercredi. 7 groupes ont accédé à la finale. Après un spectacle haut en couleur, le groupe des enfants de Marcory est sorti vainqueur. Le premier, c'est donc Marcory. Star Karaoke 2012. Cette année, l'édition présente des innovations de taille comme le quiz musical qui vise à tester la culture musicale des candidats. 4 candidats étaient aux prises pour la finale de l'édition 2012. L'actualité en Afrique à présent et nous partons au Kenya, en Tunisie et au Tchad. C'est dans l'Afrique en bref. 12 personnes tuées lors d'un raid de représailles dans un village du sud-est du Kenya. L'attaque a eu lieu vendredi vers 3 heures du matin. Dans ce district rural, les Orma et les Pakomos s'affrontent violemment. Les uns sont éleveurs nomades, les autres agriculteurs sédentaires. Depuis plusieurs années, ils se disputent l'accès à la terre et aux points d'eau de la région. Le 22 août dernier, 52 Orma avaient été massacrés par des Pakomos. Les recherches se poursuivent au large de l'île italienne de Lampedusa. Une cinquantaine de migrants tunisiens sont toujours portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune jeudi. Le bilan provisoire fait état d'un mort. 56 personnes, dont 5 mineurs au moins, ont été secourues et conduits au centre d'accueil de Lampedusa. Après plusieurs heures passées dans l'eau, certains rescapés souffrent d'hypothermie. C'est l'un des passagers qui avait donné l'alerte jeudi après-midi grâce à son téléphone portable. Il est le tout premier ambassadeur du Soudan du Sud à Khartoum. Mayan Doutwol a obtenu l'agrément officiel du président soudanais Omar el-Béchir. L'an dernier, le Soudan du Sud s'est détaché du Soudan pour devenir un État à part entière. Mais la situation à la frontière est explosive. Au Darfour et au Kordofan du Sud, de nouveaux affrontements entre des rebelles et les forces gouvernementales soudanaises ont fait cette semaine près d'une centaine de morts. Dans cet avion des Nations Unies, le général Babalade. L'ancien chef de la rébellion tchadienne et 4 de ses compagnons ont été accueillis par le ministre de la Sécurité publique à leur retour à N'Djamena au Tchad. Le désormais ex-rebelle dit n'avoir aucune revendication politique. Notre souhait, c'est d'abord la sécurité et la paix au Tchad et dans la sous-région. Dimanche, le général Babalade avait déposé les armes en République centrafricaine, où il avait fui en 2008 alors qu'il était pourchassé par l'armée tchadienne. Le Canada suspend ses relations diplomatiques avec Téhéran et expulse les diplomates iraniens encore présents à Ottawa, la capitale. Le Canada invoque notamment l'aide militaire de l'Iran au régime syrien et les menaces proférées par le régime contre Israël. Alors que le régime syrien poursuit sans relâche sa politique de dévastation des villes et de la population, alors que les combattants de l'armée syrienne libre continuent de résister à la machine de guerre de Bachar el-Assad, une brèche s'est ouverte dans le flanc du principal soutien du pouvoir à Damas. Fidèle allié d'Israël, le Canada a fermé sa représentation à Téhéran, retiré son personnel diplomatique et suspendu ses relations avec la République islamique d'Iran. Le régime iranien fournit une aide militaire croissante au régime d'Assad. Il refuse de se conformer aux résolutions des Nations Unies concernant son programme nucléaire. Il menace régulièrement l'existence de l'État d'Israël et tient des propos racistes antisémites incitant au génocide. Une première dans le bras de fer qui oppose les puissances occidentales à l'Iran, aussitôt saluée par Israël et dénoncée par Téhéran, tandis que Moscou faisait monter les enchères sur ses deux protégés dans la région. Les sanctions unilatérales américaines contre la Syrie et l'Iran prennent de plus en plus un caractère extraterritorial qui touche aux intérêts des entreprises russes. Les banques russes en particulier sont affectées.
Fidèle allié de Damas, la Russie reste sourde aux revendications des manifestants syriens, tout en se disant favorable à une Syrie libre, démocratique et prospère. Pour cela, Moscou entend pousser le Conseil de sécurité à approuver les principes d'une transition adoptée à Genève, mais ne prévoyant pas le départ du président Bachar. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.